Hello à tous, bienvenue du coup à ceux qui nous rejoignent. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont restés depuis la précédente conférence. Bon, c'était super inspirant avec Franck, hein. D'ailleurs, je crois que son Insta a été mis dans le chat. N'hésitez vraiment pas à l'ajouter. Il publie du contenu super pertinent tous les jours. Et oui, il y a eu beaucoup de questions. Alors c'est vrai qu'en une heure, c'est compliqué, hein. En une demi-heure, les trois quarts d'heure de conférence, c'est assez compliqué de répondre à toutes les questions. L'idée, c'est qu'on en traite un maximum et qu'il y ait quand même un fil conducteur durant la conférence. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On répondra vraiment à celles qu'on peut. Je ne sais pas si Amaury est parmi nous, s'il nous a déjà rejoint. Ah, il est là. Oui, il est là. Alors, je crois par contre que ton micro n'est pas encore activé, Amaury. Yes, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, On t'entend. Comment tu vas? Au top, et vous? Ben, ça va. Alors, j'ai cru comprendre qu'on n'était pas trop loin. Tu es sur la défense aussi? Écoute, là, ouais, pour être totalement transparent, je suis en consulting chez Save. Je fais encore quelques journées par semaine, un peu de passation. Et donc, du coup, je suis juste à côté du pôle, du côté du Colisée Garden. Voilà, je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est juste derrière le pôle. Ok, eh ben, écoute, pourquoi pas se faire un petit check après la conférence à 20h, mais je pense que tu seras peut-être plus là. Je serai parti. C'est pas grave. Une prochaine fois alors. Sachant que vous êtes au pôle, c'est ça? Ouais, alors on est dans des salles différentes. Maïlis, c'est à l'incubateur et puis moi, je suis au bureau. Euh... Tu étais là, du coup, pour la conférence de Franck ou tu viens d'arriver? Non, c'est que je suis désolé, j'ai fini un call il y a 5-6 minutes, donc j'étais un peu en retard. On s'est arrivé en retard, donc non, je suis désolé, j'ai pas écouté. T'inquiète. De toute Mais façon, je peut-être à reprends. visionner plus tard, mais Ouais, bon, j'ai entendu la exactement. fin en tout cas que ça avait l'air d'être inspirant pour certains, donc c'est cool. Ouais, carrément. Et puis, tu fais bien de le dire, mais oui, ça sera a priori rediffusé. Alors, on essaie de faire en sorte qu'un maximum de personnes soient présentes, hein, mais oui, a priori, ça sera le cas. Donc, Bah, pas c'est de top. problème. Pas de problème. Ok, bon, bah, écoutez, je crois qu'on va pouvoir démarrer là, le temps que les derniers nous rejoignent. Donc, j'en profite aussi pour refaire un point pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Donc, on a mis en place un système super sympa pour rendre les conférences le plus interactif possible. Donc, vous allez avoir un QR code que vous allez pouvoir scanner et qui va vous permettre du coup de répondre à des questions, à des sondages. N'hésitez vraiment pas à l'utiliser et à partager du coup vos réponses. Donc là, vous avez effectivement le QR code qui s'affiche. Vous scannez et ça vous charge directement la page pour répondre aux questions. Euh, Pareil que la précédente conférence, si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans le chat. Maëlys est là pour euh, bah, choisir les questions les plus pertinentes, on va dire. Carole est également présente. Carole, du coup, qui fait partie du club entrepreneur. Alors, on en parlera un peu plus dans le détail lors du concours de pitch qui est organisé, du coup, le 11 mars. Parce que, comme vous le savez, la De Vinci Startup Week, c'est l'occasion de retrouver des anciens, des alumni qui ont monté des entreprises, des startups et qui ont vraiment des belles histoires à nous raconter. Mais c'est aussi l'occasion de mettre en valeur et de valoriser les étudiants entrepreneurs qui sont au pôle, qui sont à l'incubateur, où se trouve actuellement Maëlys, et qui développent leurs projets également. Je tiens à dire que je suis toute seule, hein, sinon je mettrais mon masque. Effectivement, ouais, c'est bien de le préciser, Maëlys. Est-ce on peut peut-être passer au sondage? Non? Pardon? Alors, juste avant, du coup, de te présenter, Amaury, hein, on avait quelques questions pour les personnes qui sont là. On a 105 personnes qui sont présentes. La question, elle est simple, hein. C'est combien de fois, toi qui nous regardes, tu as cassé ou tu as fait réparer ton téléphone? C'est vraiment une question qui nous intéresse et je pense que ça va permettre de bien t'introduire, Amaury. Et où est-ce que je l'ai fait réparer, peut-être? Ah, Pas ouais, mal, intéressant. pas mal. Écoute, je pense que j'ai commencé à avoir un iPhone 4 4S peut-être en 2011-2012. J'ai dû casser une fois mon écran d'iPhone 4, une fois mon écran d'iPhone 5. J'ai commencé à me protéger mon téléphone probablement autour de l'iPhone 6 où tu sais, tu mettais une petite bite de protection et un bumper ou une coque.
Donc, j'ai pas dû le faire casser et j'ai dû recasser une fois mon écran d'iPhone 10. Donc, je te dirais, ouais, 3 ou 4 fois. Voilà. Sans parler des petits problèmes de panne que tu peux avoir, puisque j'ai déjà fait changer une fois ma batterie. Et à l'époque, sur le 4S, c'était le bouton du haut, tu sais, le hold button Ouais. qui clipsait mal. Donc, j'avais changé également cette nappe. Donc, ouais, j'ai dû faire en tout cas au moins 5 ou 6 fois appel à de la réparation de téléphone. Alors, je ne sais pas si tu vois du coup les réponses des gens qui sont là. On a Jamais, ok. une bonne quarantaine. Ouais, mais moi, j'y crois pas. C'est pas possible. Des menteurs. Tu sais qu'à l'époque, on se rendait compte, avant d'arriver sur le marché de la réparation en Sanco, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient leur téléphone cassé et on leur posait la question, mais ça fait combien de temps? Et les gens disaient, mais ça fait énormément de temps. Donc, tu as aussi beaucoup de gens, attention, qui ont leur écran cassé. On a tous des potes qui ont leur écran cassé et qui ne font pas forcément réparer. Parce qu'ils ne jugent pas ça forcément utile. Ou en tout cas, Oui. dans 90% des cas sur de l'iPhone, en tout cas, quand tu as ton écran cassé, malgré la brisure de la vitre, tu peux toujours l'utiliser. Donc, les gens le gardent. Les gens le gardent. Et puis aussi, vu le coût que ça peut représenter chez Apple aussi, des fois, ça Ouais, représente aussi pas mal de gens, quoi. Tu te dis, ouais. allez, pour 100 euros de plus, j'en ai un neuf. Des fois, Exactement, d'autant plus qu'entre, on va dire, l'époque du début de Safe 2013 à aujourd'hui, tu peux te procurer un téléphone sur Back Market ou autre pour un prix bien plus intéressant. Donc, on va dire que le fait que la réparation baisse aujourd'hui un petit peu aussi, le volume de réparation baisse versus la belle époque, où on en réparait beaucoup, c'est probablement aussi lié à cela. Tu as entièrement raison, ouais, tout à fait. Donc, non, je suis pas, enfin, si je suis choqué là de la réponse, mais pas complètement parce qu'on se rendait même compte qu'il y avait des gens qui gardaient leur téléphone cassé pendant un bon bout de temps. ouais. Bon, alors, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas encore Save, bon, je pense que vous l'avez compris, donc on est vraiment là dans la réparation de smartphones. Save, c'est une startup juste incroyable qui a fait des chiffres et qui a eu une croissance vraiment fulgurante. Et on a préparé juste une petite question pour savoir un peu ce que vous connaissez de Save. Si Carole, tu peux mettre peut-être la question qui suit. Alors, l'idée, c'est que vous trouviez la bonne réponse à cette question. Alors, je ne sais pas si tu vois les questions, toi, Amaury. Je crois que oui. Si, c'est nickel. Je suis en train de lire je suis en train de lire le chat en même temps et il y a des réponses qui sont intéressantes. Et je peux répondre à Michael Galli qui dit prix réparation égale prix d'achat. Ouais, c'est de plus en plus le cas. Le coût de la réparation peut très vite représenter, en tout cas au-delà de 50% du prix de l'appareil, ce qui peut représenter clairement un frein pour le client. Et encore une fois, aujourd'hui, Back Market n'est pas ce qu'il était à l'époque, mais effectivement, beaucoup de gens aussi peuvent switcher vers du téléphone reconditionné présentant un véritable intérêt versus à l'époque aller chez Apple et racheter un téléphone neuf ou aller chez Samsung et racheter un téléphone neuf. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut voir du coup les réponses. Tu peux terminer du questionnaire. Carole. Ouais. Je crois que les réponses ne s'affichent pas. Ah bon? Non. Bon à savoir pour la prochaine. Ah si. Ah, parce que c'était un mode, c'était un challenge en fait, c'était un jeu ça. C'est de savoir qui allait avoir les meilleures réponses. Et alors les réponses, on peut les montrer ou pas? Parce que du coup, ceux qui n'ont pas participé ne comprennent pas trop les questions, quoi. Oh, oui, ça a un peu de suspense. La question, c'était Save en 2017, en 2016, qu'est-ce que c'était? Et c'était une entreprise, donc les choix, et en fait, ils étaient tous bons, tout était la bonne réponse. C'était 15 millions d'euros levés, c'est 500 salariés, 140 corners de réparation de smartphones et surtout 5 ou 6 pays ouverts dans le monde où Save était présent. Et donc, toutes les réponses étaient bonnes. Et Save, c'était une boîte incroyable. Et Amaury est là pour nous en parler. Ouais, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, on va commencer par te présenter. Donc toi, tu es donc un ancien de l'EMLV. Exactement. Promo 2013, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, promo 2013. Et donc, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, raconte-nous déjà d'où ça te vient, qu'est-ce qui a été un déclic et puis comment on est arrivé à créer Save. Ouais, carrément. Écoute, je fais mes 5 ans au pôle, une 3e année à l'étranger, un stage de fin d'études aux US. Je rejoins une boîte qui a levé un peu d'argent aux US qui s'appelait AirTag, qui faisait de la fidélité dématérialisée. En 2 mots, c'est quoi? En gros, ils te faisaient la carte de fidélité de
Starbucks, prise de commande pour des applications telles que McDo et autres. La boîte avait levé de l'argent en France, souhaitait se lancer sur le marché américain. Et je me suis retrouvé en one-to-one avec le CEO pour prospecter un peu des clients à New York. Ça s'est super bien passé. J'ai été embauché. Ce qui se passe dans la majorité des cas, je pense, quand tu fais un stage de fin d'études, tu essaies de trouver le bon stage pour pouvoir être embauché derrière. Ouais. Je suis rentré en France. Ils étaient une cinquantaine dans la boîte. J'étais sales et ça me plaisait, mais pas plus que ça. Je me réveillais pas avec un mojo de ouf le matin et je me suis dit, écoute, il y a deux solutions. Soit tu crées une boîte, soit tu peux rejoindre une boîte dans son format très early stage auquel tu peux contribuer, tu t'associes et puis c'est parti, tu viens au bout de l'aventure, on verra ce que c'est, mais en tout cas, pourquoi pas faire ça. J'étais toujours chez AirTag. Je commençais effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, à être un peu down et j'ai fait la rencontre d'un associé qui est devenu mon futur associé, qui était un pote, qui s'appelait Damien Morin, qui venait de créer quelques mois auparavant Save My Smartphone, donc sauver mon smartphone en français, qui venait de lancer la boîte en février 2013, alors que lui était étudiant en école de commerce. Il était à l'EBS, donc école également post-bac. Il faisait de la réparation informatique pour ce qu'on appelle plus communément ses friends and family. Et il avait de plus en plus de demandes de réparation de téléphone. Et si tu veux, à l'époque, il disait, mais c'est dingue, en fait, moi je répare des ordinateurs, mais attends, il y a des smartphones, les gens ont des téléphones cassés, pourquoi ils ne les font pas réparer? Et donc, il avait de plus en plus de demandes. Et donc, petit à petit, il a dérivé sur la réparation de smartphones. Et vu que ça a pris une certaine ampleur au tout début, il a cherché un point de vente de réparation de téléphone, une première boutique qui était rue du Ray, dans le 17e, très proche de la Porte-Maillot, voilà, pour être transparent. Okay. Tu peux juste passer au premier. On a les images, c'est ce que j'allais dire. On a les images. Si peut-être que Carole, tu peux nous les mettre. Ouais, c'est top. Génial. Donc ouais, effectivement, Safe, c'est ça. Ça commence par une petite boutique de réparation dans le 17e, rue du Ray, boutique un peu à l'abri du commerce, mais négociée à un loyer pur très bas. Sans cession de fonds, donc c'est-à-dire sans droit d'entrée, un petit peu charté. Et si tu veux, à l'époque, pour le faire très simple, tu n'avais pas grand-chose en réparation de téléphone. Tu avais Barbès et Montgalais, le marché était ultra atomisé. Et pour faire réparer ton téléphone, il fallait que tu ailles là-bas. Tu payes, je caricature volontairement, mais que tu payes dans 80% des cas en espèces. Tu ne recevais pas de facture. Tu n'avais pas forcément une réparation d'une très bonne qualité. On ne travaillait pas en toute transparence devant le client. On passait ton téléphone derrière un rideau. Et au petit bonheur la chance, tu te retrouvais quelques jours après avec ton téléphone réparé, bien ou pas bien. Et puis, c'est tout. Tu n'avais pas réellement d'acteurs, en tout cas sur ce marché très imposant. Donc, en fait, voilà, Damien a ouvert cette boutique. Je l'ai rejoint. Il m'a dit, écoute, tu as acquis un peu d'expérience avec AirTag. Tu as pu connaître un peu de clients. J'aimerais bien qu'on fasse du B2B ensemble. Et donc, du coup, on a lancé la première offre B2B chez Save My Smartphone parce qu'on est dans un quartier qui était proche de la Défense, donc proche des bureaux. Le fait d'avoir fait un peu proprement la réparation a fait qu'on a eu des clients qui venaient directement dans la boutique et qui disaient, vous ne pouvez pas réparer une flotte de téléphones mobiles? Mais si, bien sûr, on sait le faire et tout. On ne l'avait jamais fait, mais on l'a fait, on l'a démarré comme ça. Et du coup, au lieu de venir avec une dizaine de devices dans la boutique, on se retrouvait à réparer chez eux parce qu'ils étaient déjà… ils voulaient faire attention à tout ce qui était protection de données. Et donc, on a commencé à ouvrir des comptes pour Bolloré, pour Havas, pour Thales, pour plein de boîtes où on réparait et on gérait la gestion de leur flotte de mobiles. Voilà. Donc là, on est à quelle date précisément Là, on est entre… Écoute, moi, j'arrive en novembre 2013, donc juste après la création de la boutique. Pour donner un peu de data, on fait entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, donc ce n'est pas grand-chose. Et on lance l'offre B2B à mon arrivée en novembre-décembre 2013. On commence à avoir quelques comptes clients, une vingtaine de comptes clients, et on démarre en parallèle du B2C, du B2B. Voilà. Alors, entre ce moment-là et le moment où vous faites votre première ouverture de corner dans un centre commercial, d'ailleurs, on a l'image en fond, qu'est-ce qui se passe et puis quels ont été les enjeux à ce moment-là? Yes. Donc, on a lancé l'offre B2B, ça fonctionne pas mal, mais c'est relou. Les clients payent à long terme, il faut les relancer sans arrêt. Finalement, c'est pas un… Alors, pour te donner un peu de chiffres, quand tu parles à un Bolloré ou un Havas qui a 10 000 téléphones,
le taux de réparation de ces mobiles potentiellement par an, c'est 10%. Ça finalement ne représente pas énormément de devices parce que tu en as qui sont laissés dans des cartons où les gestionnaires de flotte ne veulent pas forcément le réparer. Et d'autres où effectivement, tu te dis, tiens, celui-ci, je vais le faire réparer. Et un bon pourcentage de ces téléphones-là où tu ne le fais pas réparer et tu switches vers un nouveau téléphone. Et donc, du coup, le contrat qu'a la grosse boîte avec l'opérateur fait qu'elle a de renouvellement de téléphone. Donc, on considère très rapidement que le B2B, ça ne va pas être un enjeu massif pour nous. À ce moment-là, moi, j'ai un copain qui a des boutiques, enfin, son père a des boutiques de fringues dans des centres co. Et nous dit, écoutez les gars, je peux vous introduire à un patron de centre commercial et plus généralement à des foncières de centres commerciaux. Donc là, on parle de grosses foncières type Clépierre ou Unibail. Je peux vous introduire et puis regardez si votre business peut fonctionner à l'intérieur de ces centres. Nous, à l'époque, on a comme vision de se dire, on a vu des petits corners de réparation de téléphone à Dubaï ou aux États-Unis. Pourquoi on ne le ferait pas en France? À l'époque, en France, si tu veux, au milieu des allées des centres commerciaux, tu n'as rien à part des vendeurs de matelas ou des vendeurs de santons ou des quelques chalets de Noël. Mais tu n'as personne qui finalement exploite ce qu'on appelle le mail, donc le milieu des allées des centres commerciaux, pour y faire du business. Tout de suite, ça présente un intérêt bien évidemment pour nous parce qu'on se dit, grosso modo, le corner que tu vois sur la petite photo, ce n'est pas un coût énorme, c'est entre 15 et 20 000 euros. Donc, on se dit que si ça fonctionne, on va pouvoir rapidement dupliquer notre modèle. Et ça présente un intérêt énorme pour les foncières, donc pour les propriétaires des centres commerciaux, par exemple la Défense, les 4 temps, qui est pas loin du pôle, de se dire, écoutez, nous, notre intérêt, c'est de faire rester les clients le plus longtemps possible dans les centres co. Et en fait, la réparation, c'est quoi? C'est tu drops ton téléphone pendant que tu fais tes courses ou ton shopping, et 20 minutes après, tu le récupères et ton téléphone est réparé. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de business où tu te dis que tu attends 20 minutes. Alors, tu peux regarder le téléphone se faire réparer ou tu peux aller faire du shopping. Et les foncières cherchent le plus possible à ce que les clients restent dans les malls. Et donc, si tu veux, ça avait ce double avantage de se dire, écoute, on teste le modèle. On a fait la connaissance d'une foncière qui s'appelle Clépierre. On ouvre notre premier corner en juillet 2014. Et très vite, on deal avec eux, Créteil-Soleil, Belle-Épine et Val-d'Europe. Et on se dit, écoute, si ça fonctionne sur ces 3 corners qui sont des corners parisiens, on pourra peut-être progressivement attaquer la province et en tout cas dupliquer notre modèle. À ce moment-là, vous avez déjà cette ambition-là, de vraiment vous démultiplier. Ouais, on n'a pas une grosse ambition, mais on se dit que ce serait cool de faire une dizaine de corners. Tu vois, on est 3-4 potes, on est tous associés, on se dit, il y a une traction sur ce marché. Le seul truc, c'est que pour en venir, tu as la boutique de la rue du Ray où les gens viennent à toi, et là, tu es au milieu du mail. Il n'est pas garanti que les gens qui sont dans les centres co à regarder à droite, à gauche et qui peuvent être accaparés par tant d'autres choses que simplement ton corner s'arrêtent pour faire réparer leur téléphone et laisser leur téléphone à se faire réparer. Il y a 2 trucs qui sont hyper intéressants pour nous et sur lesquels on souhaite énormément se projeter. C'est le fait de réparer ton téléphone dans un temps délimité, en 20 minutes, et de travailler en toute transparence devant le client. Tu vois Damien sur la photo, le petit kiosque sur lequel il est, c'est l'atelier de réparation. Et c'est un peu chirurgical, la réparation, c'est des petits tournevis, etc., un peu comme quand tu répares une montre. Et du coup, les gens s'arrêtent et se disent, putain, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Et donc ça intéresse les clients et tout le monde te dit… Ça les intrigue, quoi. Ils ont même envie de voir comment c'est fait à l'intérieur du téléphone, peut-être. Exactement. Parce qu'on est en 2014. Hein. Exactement. Et tous les clients te disent, putain, mais en fait, j'ai un problème de batterie sur mon iPhone 4, j'ai mon écran cassé. Ah, génial, il y a une enseigne pour le faire réparer. À ce moment-là, à l'époque, on est en rouge et blanc, on nous prend un peu pour SFR, on nous prend un peu pour un comptoir d'accueil, on est bien obligé d'expliciter le plus possible ce qu'on fait. Et du coup, ça intéresse les clients et chacun connaît quelqu'un ou a un téléphone cassé. Donc, du coup, ça présente un intérêt. Voilà. À ce moment-là, vous êtes combien de réparateurs? Alors, à ce moment-là, il y a 3 corners de réparation. Donc, il y a 2 effectifs à temps plein sur les corners. C'est un peu du réseau. Donc, tu vois, la personne qui est à droite de Damien sur la photo, c'est son cousin qui avait plus de job et qui avait envie de tester un autre business. Et donc, du coup, on l'a mis en réparateur. On est 3 associés. Geoffroy qui gère la logistique, Damien qui a monté l'activité et moi qui a fait l'intro dans les centres co et qui a comme ambition de se dire il y a peut-être un truc à faire dans les malls. On a un 4e associé qui arrive dans l'aventure, qui est un peu le papa de l'aventure, qui s'appelle Cyril Montanari, qui venait du retail et qui était la personne clé qui nous a permis de nous dire ah, mais les gars, en fait, vous avez un modèle de fou, il va falloir que vous accélériez très vite. Moi, je connais bien le retail, je peux vous y aider. Moi, à ce moment-là, je ne connaissais rien du retail. Je rencontre les foncières, j'essaye de dealer les loyers,
Je ne comprends pas exactement comment ça se passe. Bail précaire, court terme, bail commercial, long terme. J'apprends un petit peu avec lui et il nous apprend plein de choses pour essayer d'accélérer un petit peu. Mais voilà, entre juillet 2014 et cette fin d'année 2014, on tâtonne, on teste le modèle et on accélère un petit peu, mais c'est pas une flambée tout de suite, tu vois. Ok, du coup, si on peut juste aller à la prochaine image, Carole, Yes. la suite logique par rapport à ça, c'est du coup les 10 corners. Ça, c'est une étape un peu clé, hein, tu viens de le dire. Ouais, on a testé le modèle sur ces trois corners, Créteil, Belle-Épine, Val d'Europe. Ça fonctionne bien. On a des conditions hyper avantageuses auprès des bailleurs, auprès des foncières. Et bien évidemment, la beauté du modèle, c'est qu'ils disent ça vous coûte pas trop cher. Nous, on vous fait des loyers quasiment cadeaux, ou en tout cas les premiers mois, on vous aide énormément. On a d'autres centres qui font partie de notre portfolio. Si ça se passe bien, on peut accélérer ensemble. On leur dit, écoutez, ouais, pourquoi pas. Donc, on ouvre un quatrième corner qui est la Provence. Après avoir testé Paris, on teste Angers, avec une foncière un peu moins prestigieuse, mais qui était plus une foncière de commerçants, donc ils nous ont accompagnés à nous financer aussi une partie des corners. Et on ouvre quelques corners avec eux. On fait un peu de Paris et surtout de la région, et surtout de la Provence. Et donc, du coup, pour te donner la data, ouais, on a 10 corners en France fin 2014. Voilà, on commence à faire partie d'un petit truc assez sympa. Et j'ai envie de te dire, avec du recul, c'est vrai, c'est toujours dit avec Damien, Hugo et Geoffroy, on se dit, en fait, au final, c'était la bonne période. Tu vois, on n'était pas trop, on passait beaucoup sur les corners moi, si tu veux, je prenais ma voiture et je délivrais les pièces détachées. Damien passait, il faisait un peu de formation. Geoffroy passait, il faisait également un petit peu de formation et ça se passait bien. Et donc là, si tu veux, en salarié corner à cette époque-là, on montre entre 2 et 3 effectifs par corner. On est une quarantaine, max. Voilà. Là, ça commence déjà à bien grossir, hein. Et quand tu dis donc enfin, les réparateurs, du coup, c'est quoi? Tu les avais embauchés déjà en CDI ou bien c'était vraiment des Ouais, prestats ouais, la réparation, c'était un métier totalement nouveau. Un peu de personnes qui faisaient de la réparation d'ordinateurs qu'on avait récupéré, qui pouvaient bien évidemment être à même de réparer des devices. Mais il faut savoir qu'à l'époque, très rapidement, on se dit qu'il va falloir faire une formation pour ces gens-là, pour les attirer. Il va falloir les former pendant 1 à 2 semaines, quasiment full-time. Alors, plus tard, on l'a fait, on l'appelait la Save Academy, on le faisait au siège ou en atelier et directement, avec un tuteur, ils arrivaient sur un point de vente et puis ils continuaient à apprendre la réparation. Mais ouais, c'est des personnes qu'on a tous embauchées en CDI, qui étaient à fond et qui croyaient à donf dans le concept. Donc ça, c'était top. Et auquel on a appris un nouveau métier, puisque c'était un nouveau métier. À part Apple, il n'y avait pas grand monde qui faisait de la réparation, en dehors des échoppes que j'ai citées précédemment, mais c'était vraiment un nouveau métier. Donc on les a embauchés en CDI et boum, c'est parti, ils faisaient partie de l'aventure. Ok, super intéressant. Excellent, en tout cas. C'est déjà à notre niveau, on est déjà sur une croissance assez rapide, hein, parce que là, il s'est passé 1 an, quoi, en fait, hein. Ouais, exactement. Il s'est passé 1 an, on a 24 ans. Tu te dis, c'est cool, mais en même temps, tu es jeune, tu as envie de porter le truc un peu plus. Tu te rends compte que à ce moment-là, on se dit, Cyril, il nous dit, les gars, c'est vraiment winner takes all. Tu vois, le marché, il faut le prendre. Il n'y a personne dessus. Et puis nous, on est suffisamment jeunes pour se dire, dans tous les cas, vas-y, on a envie de monter un vrai truc, on accélère, quoi. Le marché est là, nos points de vente sont rentables. On n'a pas réellement de données, mais on connaît un peu notre business model. On sait que notre marge brute, elle est autour de 65-70%. On n'a pas des masses, tu vois, d'investissement, à part le corner, mais on a des bonnes relations avec notre standiste qui ne nous permettent pas de payer les corners tout de suite, qui ne nous permettent pas de payer nos loyers tout de suite. Donc finalement, on arrive à un petit truc sympa où on se dit c'est cool, maintenant il faut qu'on accélère, quoi, tu vois. Et bien justement, on accélère. Du coup, on se retrouve en… Carole, si tu peux juste mettre la prochaine slide, à la levée, du coup, en septembre 2015. Ouais. Vous levez 15 millions. Raconte-nous un peu en quelques phrases comment ça se passe, quel est l'état d'esprit à ce moment-là. Dis-nous tout. Écoute, entre décembre 2014, donc on va dire entre début 2015 et septembre, on accélère. On accélère et on ouvre près de 70 magasins. Wow. Tu vois, donc c'est assez fort. Et Cyril est là pour nous aider à absorber le fait de se dire, OK, les gars, on essaie de devenir une machine de guerre, on va essayer d'accélérer un petit peu et on va essayer d'ouvrir plusieurs points de vente. Même chose, ça paraît très compliqué, mais en réel, pas énormément, pour les petites raisons que j'ai citées avant. Notre standiste, il croit à donf dans le projet, il nous dit, les gars, c'est pas grave,
ouvrez, au bout de 2-3 mois, vous avez fait un petit peu d'argent, vous me payerez progressivement votre corner. Les foncières, on a des exonérations de loyer au tout début, ce qui ne se voit plus du tout aujourd'hui, ou du variable pur. Et c'est en gros, si tu fais du chiffre d'affaires et que tu es rentable, tu me payes un loyer. Sinon, au début, on sera conciliant avec toi. Et on a une team qui croit à donf en l'aventure et qui a envie d'avancer. Donc, nous, on se dit, bah, écoute, on prend les 3-4 foncières avec lesquelles on a dealé, Clépierre, Unibail, la foncière du groupe Auchan, Imochan, la foncière du groupe Casino, Mercialis. Et puis, on ouvre le portfolio, on prend les meilleurs centres, on prend les meilleurs emplacements, donc c'est-à-dire face caisse, près de la sortie, près de l'entrée. Tu vois, c'est vrai qu'on accélère fort. Moi, je ne me rends pas forcément compte qu'on accélère très fort, mais je me dis, putain, c'est bizarre, je ne peux pas passer non plus partout, tout le temps. Et par exemple, les emplacements, on peut les signer sur un coin de papier sans forcément s'être rendu dans tous les centres commerciaux parce qu'on ouvre quand même beaucoup de points de vente. Mais on se dit, écoute, dans tous les cas, le plus gros enjeu, ça va être le recrutement. On a cette création de Save Academy qui est faite. On a un peu d'aide de Pôle emploi dans les régions qui nous allouent des salles pour pouvoir faire des sessions de recrutement. Et on décide d'avancer par batch. C'est-à-dire que on se dit, tiens, on lance le PACA et puis on prend toutes les foncières dans le PACA qui ont des centres commerciaux cohérents. Boum, on lance. Même chose pour le nord de la France, même chose pour l'Ouest, etc. Et donc, pardon de te couper, mais si je comprends bien, en fait, là, tu mets déjà un peu le doigt sur un truc, c'est que à ce moment-là, en septembre 2015, on amorce déjà une phase dans laquelle on est en hyper-croissance et tu te rends plus vraiment toi-même compte de ce qui est en train de se passer parce que tu dis, tu n'as plus vraiment l'occasion d'aller vraiment physiquement dans les magasins. Donc, quelque part, ton métier, il change. Tu es moins sur le terrain, tu es plus peut-être… Ouais, exactement. Entre décembre 2014, où je suis là, je passe sur des 10 points de vente, et entre le temps où je négocie avec les foncières pour pouvoir lancer, on a énormément d'opérationnels à gérer notre standiste pour faire un plan d'implantation, pour être sûr qu'il ne se gourre pas quand il fait l'installation du mobilier entre 4h et 6h du matin avant d'ouvrir. Damien qui pilote les équipes et qui leur explique ce que c'est la culture Save, pourquoi faire partie de l'aventure et pourquoi on croit en ce business-là. Et allez-y, faites partie du game avec nous, on y va. Ouais, c'est effectivement, on passe beaucoup moins de temps sur les corners parce qu'on a cette hyper croissance qui est d'ouvrir 7-8 points de vente par mois à l'époque, ce qui ne représente rien comparé à la suite, mais ce qui est déjà effectivement très… ce qui est déjà énorme, exactement, c'est sûr. On fait la rencontre de 3 fonds d'investissement, Idinvest 360. Peut-être qu'on peut mettre la slide suivante. Ouais. Et donc, on lève ces 15 millions d'euros qui nous permettent effectivement d'accélérer. On a 70 points de vente en France. On est environ 150-200 dans la boîte. On a un petit siège. Et on se dit, OK, c'est cool, mais qu'est-ce que va nous permettre de faire ces 15 millions? Le marché français, il est quasiment couvert. Allez, on peut faire x2, on peut monter à 130, 140 points de vente. Mais on va dire que si on en a une centaine et qui sont très bien, ça sera déjà top. Ces 15 millions, à quoi ils vont nous servir? À effectivement aller à l'international. Et donc, effectivement, c'était l'idée de cette slide d'ouvrir décembre 2015 et de commencer l'accélération sur les différents pays. Ouais, donc, là, à ce moment, vous êtes déjà sur combien de pays en décembre 2015? On commence à ouvrir quasiment un pays par mois. Donc, on se dit, alors, même chose, hein, ça paraît hyper compliqué quand tu es dans le truc, tu t'en rends pas compte. On a une opportunité avec Unibail qui nous disent, écoute, on a des points de vente, on a des centres commerciaux en Suède. Par pure opportunité, on s'est dit, pourquoi la Suède? On se dit, OK, on y va, on ouvre la Suède. Je te la fais simple, on n'ouvre pas qu'un corner parce qu'on a besoin de faire un peu de tests. Et pour qu'on va dire que le pays soit tout de suite potentiellement rentable, on se dit qu'on ouvre 5-6 corners par pays et ça nous permettra de faire un test qui nous permettra ensuite de déployer derrière. Pareil, même condition, loyer hyper avantageux. On produisait nos corners en France, ça représentait des coûts logistiques un peu plus importants d'emmener des camions et de les faire transiter en Suède, mais en tout cas, on le fait. Je rappelle à l'époque, le corner, on l'avait un peu amélioré, il coûtait entre 20 et 25 000 euros par mois. Donc, tu te dis, OK, le jeu en vaut la chandelle, on y va. Et on se rend compte quand même de manière, ça c'est hyper important, c'est qu'on se rend compte que la Suède a un modèle similaire à celui de la France, puisque beaucoup de gens ont des smartphones, bien évidemment, mais beaucoup de gens ont d'iPhone, ce qui est assez similaire au marché français. À l'époque, 80% des réparations, si tu veux, c'était sur de l'iPhone. Aujourd'hui, on sait que le marché il est totalement différent, tu vois, et qu'il n'y a bien évidemment pas que Apple qui a du marché. Tu retrouves du Huawei, du Samsung, à l'époque même encore un peu de Wiko, etc. Donc, on ouvre la Suède, ça se passe bien, on est tout de suite rentable. Bien évidemment, on a ce qu'on appelait chez Save le petit ramp-up qui permet en 2-3 mois de se dire, OK, j'ai fait 15 000 euros ce mois-ci, allez, je target 20-25 le deuxième, et puis bon, ça continue à monter. Ça se passe bien.
Et puis, on se dit, bah, écoute, on accélère pareil, on commence à ouvrir l'Espagne, on ouvre ensuite l'Allemagne, on ouvre le UK et on ouvre la Suisse. Et là, on va dire qu'on tombe sur des problématiques un peu compliquées. Parce que pour te la faire simple, après, on pourrait en parler pendant un moment, mais j'essaie de le résumer rapidement. En Espagne, on se dit, putain, c'est à côté de la France, ils ont des centres commerciaux de fou. On s'implante, c'est parti, on en ouvre une vingtaine. On en ouvre et en fait, on se rend compte très rapidement que le marché n'est pas du tout pareil. On se rend compte que les Espagnols réparent beaucoup leurs téléphones parce qu'ils n'achètent pas beaucoup de devices et qu'ils sont économiquement un peu plus tendus que les Français. Mais en tout cas, ils n'ont pas du tout les mêmes téléphones que nous. Et donc, on se retrouve, si tu veux, à arriver avec, je ne sais pas, un lundi matin, un corner monté. Et en fait, à l'intérieur du corner, des pièces détachées qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on va devoir réparer dans la journée. Et là, on se dit, merde, il y a un problème, tu vois. Donc là, on prend un petit coup de chaud. Pareil, c'est pas grave, ça ne nous arrête pas. On lance le UK. Le UK, à Londres, tu as des centres commerciaux de folie. On se dit que c'est en plus Save une marque internationale et qu'il n'y a pas de raison de changer de marque, il n'y a pas de raison, tu vois, d'avoir de plus grosses problématiques que ça. Et donc, pareil, on négocie les meilleurs centres. Je pars avec Cyril faire des différents pays. On deal avec les bailleurs. Ce qui était génial, c'est qu'une foncière française comme Unibail, elle a son siège à Paris et elle permet de te faire des négos à Paris pour pouvoir opérer les autres centres. Donc, si tu veux, tu n'as pas besoin de perdre de temps à… Alors oui, tu vas sur site, mais tu n'es pas obligé forcément d'y aller. On était quand même assez rodés pour se dire, si le centre commercial a plus de 5 ou 6 millions de visiteurs annuels, c'est un bon centre. Combien font les activités de service, téléphonie et autres? Ok, on est capable de se projeter. Mais nous, le meilleur emplacement du centre, parce que sinon, dans tous les cas, on n'ira pas. Et si on s'est planté d'emplacement ou si on s'est planté de centre, bah, ce n'est pas grave, tu es une grosse foncière, donc du coup, tu en as plusieurs. Tu as plusieurs centres co, tu pourras nous rediriger vers ces centres co-là. Et en plus de ça, si ça ne fonctionne pas bien, bah, potentiellement, on peut sortir parce qu'on est en bail précaire. Je ne l'ai peut-être pas assez souligné, mais c'était la beauté de notre modèle. C'est-à-dire que tu n'avais pas de droit d'entrée, tu avais un loyer pur, de temps en temps un variable, et tu n'étais pas engagé avec le bailleur. On avait négocié des options de sortie en bail précaire. Au bout de 3 ou 6 mois, tu pouvais sortir. Donc, c'était quand même hyper intéressant. Voilà. Ok, donc bon, jusque-là, entre guillemets, ça va, tout se passe bien, même s'il y a quand même, comme tu dis, des petits coups de chaud. Et puis après, par la suite, ça devient un peu plus compliqué parce que du coup, il va y avoir un redressement. Alors, je crois que c'est juste après cette slide. Ouais. Alors, ouais, exactement. Ouais, exactement. Il se passe quand même un truc, c'est-à-dire qu'on se dit, Safe, c'est cool, c'est une boîte retail, mais en tout cas, on a quand même on a quand même, au-delà des ouvertures qu'on fait, un petit problème, c'est qu'on quasiment on pilote notre boîte sur Excel et on n'a quasiment pas beaucoup de data. Et en plus de ça, on n'a pas choisi ce système d'information qui puisse bien opérer la réparation de téléphone. Tu peux revenir juste avant. Ouais. On se dit, on a un siège, on fait venir des développeurs, on code from scratch notre propre système d'information qui nous permet, quand tu arrives sur un corner, pour te la faire simple, d'avoir un outil de diagnostic ultra poussé qui permet de savoir si combien tu as perdu de batterie, si effectivement c'est la batterie mais c'est pas un tel, etc. Et on décide nous-mêmes de le coder. Alors, c'est pas en mars 2016, hein, les développeurs arrivent bien avant, ils arrivent au début de la levée. Mais de ne pas avoir choisi un autre système que nous, faire notre propre système, nous a coûté probablement une bonne partie de la boîte parce qu'on n'avait pas tous ces outils. Et ces outils sont arrivés un petit peu après. Pourquoi on crée une SafeTech aussi? Parce qu'on se rend compte que c'est cool d'avoir des points de vente, bien évidemment physiques, mais on se dit à l'époque, sur Paris, ce serait peut-être bien de faire de la réparation où on vient pick up ton téléphone à la maison, on le transite en atelier ou sur le corner le plus proche, et du coup, on te le fait revenir chez toi. Et donc, si tu veux, tous ces projets qu'on avait lancés nécessitaient bien évidemment de la technologie. On s'est dit, Safe, c'est cool, c'est pas une boîte retail, ça peut aussi devenir une boîte tech avec tout ce que je viens de t'expliquer là. Et donc, du coup, on fait venir des développeurs. Scratch, en fait, c'est ça, hein. Vous avez fait Pardon? Tout ça, vous l'avez fait from scratch. Ouais, exactement. Et ça, ça a mis du temps à arriver. C'est pour la problématique, c'est qu'effectivement, quand tu as des devs, pas tout le temps, hein, mais ils peuvent te donner des deadlines qui ne sont pas forcément réalisables tout le temps. Et là, ouais, on commence à prendre un coup de chaud parce que notre système d'information n'arrive pas en point de vente en temps et en heure. Et du coup, c'est assez bancal. Alors, c'est toujours pareil, hein. Tu fais tes boards, tu as tes investisseurs, tu as de la croissance, donc tu regardes le chiffre d'affaires. Mais j'ai envie de te dire, il aurait fallu un peu plus pousser pour regarder le niveau de marge et comprendre qu'à ce moment-là, on avait d'autres problématiques telles que le vol, telles que d'autres problématiques qu'on
qu'on a vu un petit peu, je pourrais détailler un peu plus tard, mais qu'on n'avait pas vu tout de suite. Voilà. Ça marche. Effectivement, ouais, on va juste un peu avancer parce que ça passe vite le temps. C'est super intéressant, mais je suis sûr qu'il y a déjà plein de questions. On arrive du coup sur cette partie-là. Je sais pas, tu souhaites en parler rapidement ou peut-être que tu veux qu'on laisse ça pour après? Ouais, écoute, j'essaie de la faire rapidement. Pour moi, c'est l'une des parties, les plus intéressantes. Le redressement judiciaire en France, c'est très mal connoté. Effectivement, allez, je la fais rapide. On est à 2 doigts de signer une série B avec les frères Samwer qui ont un startup studio qui s'appelle Rocket Internet, qui a incubé des boîtes comme Zalando, qu'on connaît aujourd'hui. Pas besoin de détailler plus que ça. On est quasiment en train de signer une term sheet à 50 millions. Sauf que là, ils nous disent, écoutez les gars, c'est parti, mais par contre, il nous faut un peu plus de data. Et la data, malheureusement, on ne l'a pas parce que l'outil informatique arrive un peu tard. Et donc là, tu sais comment ça se passe quand tu as les gros de la place, dont là des fonds étrangers qui disent, écoute, pour l'instant, on passe notre tour. Ça descend un peu en cascade et par exemple, tout ce qui est commissaire aux comptes, cabinet d'expertise comptable et autres qui rentrent un peu plus dans le détail et qui essayent de comprendre pourquoi ton modèle, tu n'arrives pas réellement à avoir de la data et creuse un peu plus et tu te rends compte que là, c'est chaud. On n'a pas d'autre solution à ce moment-là parce qu'on a déployé le modèle trop vite, de se rendre compte qu'il y a des points de vente qui sont rentables, d'autres pas rentables, d'autres sur lesquels on se fait voler du stock, d'autres sur lesquels ça va. Et on n'a pas d'autre solution que de se mettre sous protection du tribunal de commerce. Donc, qui dit quoi? Ça signifie qu'en fait, tu as un administrateur judiciaire qui vient dans ta boîte, qui du coup se pose avec toi et qui du coup valide chacun des paiements, en dehors du fait que ta dette, en dehors du fait que tout ce que tu consommes, c'est gelé. C'est-à-dire que les salaires sont gelés, les loyers sont gelés, etc. Et là, on se dit, putain, c'est chaud, ça va faire comme un effet boomerang où ça va être un peu plus compliqué. Heureusement, on fait la rencontre d'une personne extraordinaire qui s'appelle Noël Le Guen, qui a été par intérim à un moment donné le président de The Case, que certains connaissent sûrement parce que la boîte existe toujours et ils ont toujours des points de vente qui font un petit peu de réparation de téléphone, mais surtout de la vente de coques. Et lui, en fait, a déjà vécu plusieurs redressements judiciaires et c'est pour ça qu'on le prend. Et lui nous permet de nous poser, nous dire, les gars, c'est pas grave, vous avez plein de moyens de restructurer la boîte, vous avez quand même un business en or, restructurer, il va falloir malheureusement fermer des points de vente, mais c'est pas grave, vous allez devoir en passer par là si vous voulez avoir une boîte rentable. Et donc, on se met sous protection du tribunal de commerce et on essaye de restructurer le plus possible Save. Voilà. Ok. Je crois que ça nous amène à la slide suivante. Mais du coup, c'est Remade qui derrière rachète Save. Exactement. On restructure la boîte. On est pas mal décrit dans la presse. C'est assez chaud. Je te passe les états d'émotion qu'on peut avoir quand tu vis, tu m'étonnes, ça doit quand être tu très vis dur cet à ascenseur émotionnel, qui est de la boîte où en 2015, tu prends la révélation de l'année au BFM Awards. L'année d'avant, c'est Blablacar qui devient une licorne. Tout le monde te dit, putain, vous êtes la future licorne. Tout le monde pense au modèle, tu as planté ta boîte, tu tombes en redressement judiciaire. Où sont passés les 15 millions d'euros, tu vois. Et là, c'est showtime. Mais nous, on est hyper focus. Il y a plein de gens qui font partie de l'aventure, qui décident de quitter le navire. C'est pas facile, mais c'est comme ça. On apprend qu'il y a certaines personnalités, tu vois, qui étaient là, qui étaient à fond dans le truc, et qui du coup, du jour au lendemain, c'est plus intéressant pour eux. Ils sont pas associés fondateurs, ils n'ont pas d'equity dans ta boîte, et du coup, ils en sortent. Et voilà. Et on se dit, écoute, c'est pas grave. On essaie de trouver une solution de reprise. Et du coup, on trouve, je passe les détails, il y a quelques deals sur la table, dont un deal avec la Fnac qui a racheté notre concurrent actuel qui s'appelle WeFix. Mais on a plusieurs deals et le deal le plus smart à l'époque, c'est le deal de Remade. Remade, c'est quoi? C'est une boîte industrielle qui est basée en Normandie qui vend des téléphones reconditionnés. Un petit peu à l'instar de Back Market, mais qui a Amazon, qui est une marketplace. Remade reconditionne ses propres téléphones et les vend à la grande distribution. Et ils se disent, putain, c'est génial, on va récupérer la marque Save. Ils ont restructuré, mais ils ont encore plus de 50 points de vente en France. On va pouvoir distribuer nos téléphones reconditionnés directement dans leurs points de vente. L'intégration commence. C'est hyper compliqué parce que Remade a racheté d'autres boîtes, dont Pixmania, dont d'autres boîtes qui étaient un peu pas forcément du même business model qu'eux. Et là, c'est pas facile. Et il y aura peut-être des questions sur l'intégration, mais l'intégration envers un industriel, un grand groupe, c'est hyper compliqué. Donc là, si je résume, en fait, c'est clair que psychologiquement, ça doit être super compliqué à gérer, mais vous tenez le coup. Et puis, quelque part, il y a Remade qui arrive et il y a une solution que vous n'aviez pas forcément envisagée au départ, mais qui est du coup un peu du gagnant-gagnant, parce que ça vous permet du coup
de continuer quelque part. Et puis, eux, ça tombe en adéquation un peu avec… Enfin, c'est une opportunité, on va dire, pour Email aussi, quoi. Ouais, c'est clairement une opportunité pour Email. Ils ont vu un petit peu ce qu'on avait fait et ils disent que c'est intéressant. Malheureusement, ce que Save a vécu, Remade le vit en fois 100. Ils ont des montants de levée qui sont quasiment autour de 400 millions d'euros, donc qui sont des tickets monstrueux. Et malheureusement, trop d'activités, on va dire, en dehors de leur secteur. Et ce qu'ils nous avaient promis, malheureusement, on ne l'a pas, puisque nous, on convertit nos titres dans le capital de Remade. Et finalement, on ne fait pas de refresh de corner, c'est-à-dire qu'on ne vise pas un nouveau modèle un peu plus smart, on n'a pas de téléphone reconditionné, on est dépendant financièrement de Remade, ils ne réinvestissent pas des masses dans Save. Et on se dit, putain, c'est chaud. Et donc, du coup, Remade, avant de tomber en liquidation eux-mêmes, parce qu'ils avaient 500 employés dans la Manche, et avant de liquider leur société, revendent la société à une boîte qui s'appelle Point Service Mobile, qui est un acteur où il y a beaucoup de franchises en France, qui est détenu par le plus gros courtier en assureur français qui s'appelle SPB, que certains peut-être connaissent. Et du coup, il y a deux choses. C'est que Remade se rend compte qu'ils ne savent pas exploiter leurs points de vente et que ce n'est pas leur business parce qu'ils sont industriels. Donc, du coup, ils décident de franchiser les points de vente. Et du coup, c'est Point Service Mobile qui s'en occupe. Et aujourd'hui, voilà, la raison pour laquelle je suis encore en consulting, c'est que je continue à accompagner quelques jours par semaine cette société qui est détenue par SPB et qui, du coup, a décidé finalement de switcher ses points de vente PSM, Point Service Mobile, en Save. Et du coup, aujourd'hui, la marque demeure. Et à l'horizon 2 ans, la marque aura un peu plus de 200 points de vente en France, ce qui fait que c'est quand même une belle fin d'aventure, si tu veux. Et yes, ouais, effectivement, janvier 2018, Remade se rend compte qu'ils ne savent pas exploiter les points de vente et qu'il faut très vite entamer un début de reversement pour éviter de porter la marque en propre, mais se retrouver avec des entrepreneurs qui peuvent exploiter la marque et bien mieux l'exploiter que l'exploiter via un siège qui ne fait pas des masses le boulot. Voilà. Eh ben, ça a dû être sacrément excitant, du coup, cette aventure avec ses hauts, ses bas, mais c'était pas de tout repos, hein, je pense. Qu'est-ce Non, que c'était pas tu, tout repos. qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui comme conclusion, si tu veux, de cette expérience-là? Quelle leçon tu as pu tirer avec Save? Qu'est-ce que tu referais? Qu'est-ce que tu referais pas dans tes futurs business? J'introduis aussi du coup ce que tu fais aujourd'hui, hein. Tu peux en parler Ouais. avec moi si tu veux. Écoute, alors, première chose, je pense qu'effectivement, on s'est très vite rendu compte que cet ascenseur émotionnel, on le vivrait probablement une fois dans notre vie et que ça ne sert à rien de recréer la même typologie de boîte parce qu'en fait, si tu veux, la croissance, c'est effectivement dur à porter, mais je pense que c'est à ce niveau de croissance-là aussi, malheureusement, tu ne mets pas tous les outils en place te permettant de structurer mieux la boîte, etc. Donc, je te dirais, si déjà aujourd'hui, on ferait le même schéma, il faudrait effectivement, dans tous les cas, aller moins vite. Parce que si tu vas aussi vite, malheureusement, tu es voué à l'échec. Toujours pareil, tout le monde disait, vous êtes des grands malades, mais tout le monde cautionnait, et même les fonds cautionnaient le fait d'ouvrir un point de vente par jour à un moment donné. Tu vois. Donc voilà, non, moi, ça m'a appris. Pour moi, c'est principalement de la résilience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours été quelqu'un de très positif. Tu vois, même en ce moment, en période de crise où la restauration, c'est difficile, mais nous, on le vit très bien, on pourra en parler. Il faut effectivement être hyper résilient. L'échec, c'est pas grave, ça fait un moment qu'on le dit en France, ça peut aussi te permettre de construire. Je me suis rendu compte que les niveaux de chiffre d'affaires qu'on pouvait avoir, c'était bien, mais qu'il fallait davantage se focus un peu plus sur le taux de marge. Tu vois, ça sert à rien de faire des millions d'euros de chiffre d'affaires si effectivement ta marge n'est pas cohérente. Donc, c'est davantage plus se poser sur un modèle avant de le dupliquer. Après, ça a été un modèle ultra particulier. Ça ne veut pas dire qu'il faut ralentir et pas croître. Mais ça veut peut-être aussi dire que moi, aujourd'hui, sur ma nouvelle aventure, pourquoi je n'ai pas levé de l'argent tout de suite? Parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu con de se diluer tout de suite et que je n'avais pas forcément besoin de cash me permettant d'accélérer très fort, mais qu'il fallait prendre plus de temps à baser, bien ficeler mon modèle avant de le dupliquer. Donc écoute, ça m'a apporté plein de trucs. Humainement, bien évidemment, plein de choses que tu peux retrouver dans la vie aussi perso. Les gens qui te lâchent parce qu'effectivement, c'est plus sexy, donc ils se cassent. Le fait d'être hyper résilient et d'être toujours positif. Et puis, bien évidemment, après, ce que je te disais sur le redressement judiciaire, c'est que je souhaite à ce que des gens vivent ce que c'est parce que c'est hyper moteur pour plus tard et ça te permet de comprendre beaucoup de choses, quoi, tu vois. Voilà. Ok, super. Écoute, c'était super riche comme échange. Je crois qu'on a pas mal de questions. Tu parlais d'ailleurs à un moment donné voilà, que
comment dire, le plus important, c'est pas forcément le chiffre d'affaires, mais les taux de marge. Je crois que c'était d'ailleurs l'objet d'une question. Je ne sais pas si on a des questions qui sont déjà prêtes, Maëlys, de ton côté. On est plein qui ont défilé depuis le début du chat. Je vais commencer dans l'ordre chronologique. Déjà, comment tu as réussi à trouver tes premiers clients B2B avec Save? Tu parlais de Havas, de marque. Ouais, écoute, quasiment que du réseau en fait. Quasiment que du réseau et aussi, pas te dire de bêtises, avec Damien, on avait fait un peu d'achat de base de données et moi je mailais toute la journée en disant comment réduire vos factures d'achat de téléphone en fait jouer sur le côté développement durable qui n'était pas très en vogue, enfin qui était pas encore très en vogue à l'époque, mais l'idée c'était de vous dire, t'as des milliers de téléphones dans tes cartons, pourquoi tu vas pas les faire réparer plutôt que d'acheter des nouveaux téléphones? Les gestionnaires de flotte payaient une tonne des nouveaux téléphones et on voit souvent encore dans les entreprises aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle un swap. Ton téléphone cassé, ils le mettent au fond d'un tiroir, ils te filent un nouveau téléphone et de toute manière, c'est ton device pro, donc tu n'en as rien à faire. Tu le casses, c'est pas grave, il y en aura toujours d'autres. Donc j'étais en train de sensibiliser les directeurs d'achat au travers de mails en leur disant vous êtes capable de réduire vos achats, c'est hyper important. Ça tiltait et après un petit call en leur disant venez voir ce qu'on fait, si on est capable de faire réparer vos téléphones et voilà, pourquoi pas le faire avec vous. Et comme vous aviez démarré, est-ce que vous avez eu des concurrents sur la route du succès qui sont arrivés au fil? Alors, ouais, notre concurrent principal, c'était Wifix, sauf que Wifix est arrivé très tard. Je pense qu'on avait 50 ou 60 points de vente. Avant, ils étaient uniquement B2B. C'était une société qui s'appelait Allo Smartphone. Ils ont clairement fait un copycat de ce qu'on a fait. Pourquoi on a accéléré aussi? C'est parce qu'on s'est rendu compte que ce marché était incroyable et qu'il fallait le prendre tout de suite. Donc, on n'a pas eu de début au début de la concurrence, mais on l'a eu en milieu de parcours. C'est hyper sain, en fait, au final. C'est hyper sain. Eux, ils ont réussi à faire un meilleur deal que nous et d'être achetés par la Fnac aujourd'hui, même s'ils ont des difficultés en ce moment, parce que c'est pas facile. Mais en tout cas, ouais, je pense que là, enfin, je devance potentiellement les questions. La concurrence est saine, c'est sûr. Il y avait à boire et à manger pour tout le monde. Mais ouais, on s'est retrouvé avec de la concurrence où du coup, c'est un peu plus tendu, mais tu as envie de faire le max pour toi, récupérer des emplacements et pas les laisser à tes concurrents. Et je rebondis aussi avec une question de Jeanne quant à Save. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour les salariés qui sont restés et les partenaires que vous aviez avec vous une fois que vous avez été repris par Remade? Certains ont quitté, tu l'as dit, et les autres? Ouais. Écoute, on a planté des fournisseurs, hein. On a planté notre standiste. Quasiment 1 million d'euros de dette, donc c'est chaud. C'est chaud. Damien a eu des menaces, on a eu pas mal de problèmes. Non, alors les foncières restent avec toi, à ma grande surprise. Je suis allé les voir et je leur ai dit écoutez, ça fait 3-4 mois qu'on vous n'avez pas payé les loyers, maintenant on va tomber en redressement judiciaire. Un loyer à la Défense, ça coûte 10 000 euros, tu vois, par mois, pour un emplacement de 15 mètres carrés. Donc, tu as 40 000 euros de dette et tu leur dis écoutez, vous allez me sortir, pas me sortir. Et en fait, ils se disent bah, écoute, maintenant tu es en RJ, donc tu vas payer ton loyer. Donc, bah non, je ne vais pas te sortir. Mais par contre, bah, vous avez intérêt à honorer maintenant vos loyers. Et puis, c'est cool, vous avez quand même encore un peu d'ambition, vous pouvez peut-être restructurer. Donc, les bailleurs nous ont fait confiance. Après, il y a des bailleurs qu'on a bien évidemment un peu plantés parce que bah, quand tu fermes des points de vente, bah, du coup, tu récupères ton mobilier. Ton mobilier, bah, ça repart à la casse. Enfin, donc, c'est un peu chaud. Donc, ouais, non, il y a des partenaires qu'on a malheureusement squeezés. Je pense à Geoffroy, par exemple, qui s'est retrouvé en Chine pour dealer les pièces détachées parce que on avait un bureau en Chine qui permettait d'acheter, dealer les pièces détachées pour le contrôle qualité des pièces. C'est hyper important d'avoir quelqu'un en Chine. Tu sais comment ça se passe la Chine, bah, malheureusement, tu as une dette, ça se passe pas bien du tout. Donc, on a dit vite à Geoffroy de rentrer en France. Donc, non, ça a été chaud pour certains partenaires. Et puis, d'autres nous ont soutenus, nous ont dit bah, on va continuer le bout de chemin avec vous. Voilà. Bah, c'est bon à savoir si vous voulez lancer un business, les centres commerciaux, ils sont gentils, les foncières. On n'a pas honte. Moi, j'ai une question, elle n'est pas dans le chat, mais c'est qu'aujourd'hui, tu es toujours entrepreneur aussi, en parallèle de tes activités de consulting. Est-ce que d'avoir monté Save, ça t'a donné, je ne sais pas, la rage de monter d'autres boîtes derrière, l'énergie de te lancer et de rester à ton compte? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? Ouais, clairement. Je me suis tellement dit que c'était génial comme expérience, à la fois dans la vague de succès et d'encensement et à la fois dans la vague d'échecs, que je me suis dit que ce serait, dans tous les cas, avec l'expérience que j'ai pu avoir, génial de recréer une boîte derrière. Et que dans tous les cas, ma fibre entrepreneuriale n'avait pas changé et que je partirais pas dans un grand groupe à me retrouver à la Défense au 30e étage de la tour Société Générale et faire du consulting. Non, clairement pas. Je me suis dit,
c'est bien. Il faut que tu tires bénéfice de cette expérience pour recréer quelque chose derrière, même si c'est différent. Hein. Tu vois, je suis dans la restauration aujourd'hui, même si maintenant c'est toujours les mêmes problématiques quand tu montes une boîte. Tu gères le personnel, il faut que tu gères potentiellement ta croissance, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais ouais, ça m'a clairement été, hyper positif pour pouvoir capitaliser sur ce que j'avais fait et recréer un truc derrière. Ouais, clairement. Parce que dans le chat, on te demandait ce que tu faisais comme métier aujourd'hui et Amaury a monté des restos, des cuisines sud-américaines. Ouais, j'ai monté un concept de restauration. Ouais, exactement. J'ai monté un concept. Alors, pour la petite anecdote, quand j'étais au tout début du consulting chez Email et qu'on a été intégré, bah, j'avais toujours la fibre entrepreneuriale et je me faisais un peu chier. Donc, j'avais du temps à m'accorder pour faire autre chose. Et donc, ouais, j'ai monté un concept de restauration rapide en mars 2019 qui s'appelle Mikuna. On est le premier concept de restauration rapide sud-américain à faire du ceviche, des burritos, un peu comme Chipotle, et des empanadas. Et donc, je suis en train d'ouvrir la franchise et ouvrir un petit peu le nombre de. Enfin, en tout cas, je suis en train de me déployer. Mais tu vois, entre mars 2019 et aujourd'hui, j'ai ouvert un point de vente. Et même si j'en aurai 4 à la fin de l'année, bah, j'y suis allé mollo. Et crois-moi, le fait d'avoir attendu et d'avoir patienté pour bien ficeler mon modèle, remettre en question pas mal de choses, me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus fort pour pouvoir dupliquer. En dehors du fait que ça fait 2 ans que la restauration à Paris, c'est compliqué. Il y a eu les jaunes, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves. Il y a maintenant le Covid, mais que j'ai aussi énormément de chance de faire de la vente emportée depuis un bon moment et que les tablettes Uber Eats, Deliveroo le soir, bah, ça cartonne. Et que le midi, je suis dans un quartier de bureau qui est heureusement pas la Défense et qui fonctionne avec beaucoup de professions libérales. Donc, du coup, j'ai du monde, tu vois. Quand tu vas en bas du pôle vers Montgou, là, le bar à salade et autres, ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Tu vois pas grand monde, le petit Starbucks à côté, pareil. Non, on a de la chance. Mais en tout cas, j'ai pris plus mon temps pour pouvoir asseoir bien mon modèle avant de le faire accélérer. Ben, c'est bon à savoir, comme quoi monter une boîte à la sortie des études, ça a été une grosse croissance et maintenant tu fais ce que tu aimes et tu continues d'entreprendre et c'est quand même ça. Et je pense que tu as souvent des élèves qui posent souvent la question de se dire est-ce que je dois entreprendre tout de suite, attendre, faire un peu ma carrière dans une grosse boîte et autres. Il n'y a pas de règle. Bien évidemment que ça peut être formateur que de rentrer dans une grosse boîte. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre. Il faut créer tout de suite une boîte si tu as envie de le faire. Et personne ne t'attend, c'est sûr. Donc, à toi d'y aller. Il n'y a pas de bon modèle ou moins bon modèle. Tu peux faire un copycat de quelque chose qui a très bien fonctionné. Il n'y a pas que l'idée qui compte. Hein. Je pense que vous devez le rabâcher à longueur de journée. Il y a uniquement l'exécution. Une anecdote au pôle qu'on avait eu qui est assez drôle, je m'en suis souvenu hier soir en préparant un peu la conf. C'est Louis Marty que vous aviez accueilli, qui était avec Roland à l'époque en amphi. On n'avait pas de Vinci Startup Week ou autre, mais on avait des entrepreneurs qui venaient d'autres écoles, type HEC, qui étaient venus. Et je me souviens, Louis et Roland ont eu l'idée de faire Merci Andy au cours d'un amphi où il y avait un élève d'HEC qui faisait des capsules que tu pouvais clipser à 3 doigts et te retrouver avec des petites gouttes de gel hydroalcoolique dans la main. Et tu vois, c'est un mini copycat 15 fois mieux exécuté que le mec d'HEC où aujourd'hui on ne sait pas où il est. Je caricature un peu également, mais voilà. Donc, non, moi je pense qu'il faut en tout cas faut foncer si on a l'occasion de le faire. Et personne ne vous attend, ça c'est le premier point. Et deuxième chose, ouais, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour faire une belle boîte entrepreneuriale. Il faut juste s'associer aux bonnes personnes. Amis, pas amis, il y a le débat, mais en tout cas, des gens qui sont complémentaires à ce que vous faites, c'est hyper important. Ben, écoute, c'était super inspirant. Merci beaucoup, Amaury, pour ton feedback. Franchement, je pense que c'était aussi très intéressant de se rendre compte que bah, les choses ne sont pas toujours roses, hein, qu'il peut y avoir des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Ouais, et puis on valorise toujours les success stories et il n'y a pas que ça. On connaît bien l'histoire de Jack Ma qui a échoué beaucoup de boîtes avant de finalement de faire un mastodonte. Mais c'est pas grave. Et puis c'est la même chose avec l'élevé. En ce moment, on se dit il y a profusion de cash à l'élever de l'argent. C'est pas forcément le cas. Prenez votre temps, testez votre modèle. Si ça fonctionne bien, accélérez. Si vous voyez vos potes aller beaucoup plus vite, c'est pas grave. Ralentissez. Voilà. Enfin, faites comme vraiment vous le sentez, mais c'est pas grave même si vous échouez la première, la deuxième, la troisième fois. Est-ce qu'il faut juste se lever et se dire bah, c'est sûr que tout est possible, mais en tout cas, essayez d'exécuter de la meilleure des manières. Et si vous êtes motivé, croyez-moi, vous y arriverez. Il n'y a pas de débat.
Eh ben, écoute, super. Encore merci. Là, on a le mur de mots qui est en train de se former pour résumer la conférence et ton intervention. Merci aussi à toutes les personnes hein, qui prennent le temps de participer via Bicast avec le QR code. Euh, on peut aussi mettre ton Instagram, celui de Mikuna, peut-être dans la description. Ouais, avec plaisir. Ouais. Mikuna Paris, Mikuna Paris, tout attaché. J'ai jamais commandé, mais je vais pas tarder, je pense. Avec plaisir. Bon, écoute, merci encore. Il est l'heure du coup d'arrêter cette conférence. C'est pas fini. Donc pour tous les gens qui sont là, c'est pareil que pour tout à l'heure. On revient dans 5 minutes du coup. Donc cette fois, ce sera Elodie Hugues qui vous parlera du coup de l'adéquation produit-solution, problème-solution plutôt. Donc ça va être super intéressant également. Donc Elodie qui est elle pour sa part une ancienne de l'IIM qui gère aussi d'ailleurs hein, surtout le parcours startup de l'IM aujourd'hui, donc certains la connaissent. Ça sera super intéressant. Amaury, encore merci beaucoup. Et puis, merci à vous, pouvoir merci à te tout voir le monde et merci pour les questions. Merci Amaury. Ciao Malice, merci à vous deux. À bientôt. Bye bye. Merci pour ton retour. Bye. Et puis, du coup, les autres, restez là. Hein. On revient du coup à 19h. On va remettre le petit écran et puis je vous dis à tout de suite. À tout de suite.